Le temps de manger arrivait de manière ou d'autre ces jours-là. Le schizophrène, le plus souvent, comme dit, laissé tout seul à la maison, était terriblement excité. Tout au moins bien plus excité qu'il ne se rendait compte par l'idée vague de l'épreuve épouvantable de volupté qui commençait à ce moment-là. Car, entre autres choses, il sentait devoir choisir quoi manger d'entre toute cette nouvelle nourriture. Et, lui étant parfois très difficile de faire même des décisions simples quelconques, et spécialement celles s'agissant quoi, comme, aussi, combien manger, ce n'était que trop probable que tandis qu'il essaierait de décider, ou plutôt de deviner ce qui serait le mieux à manger, il mangerait les mets les plus riches en calories et les plus pauvres en protéines, les pires dans son état d'une dénutrition tenant en grande partie d'une carence de protéines, les premiers aliments qui tomberaient sous sa main, les plus faciles à manger et dans le plus court délai. Peut-être ceux qu'on peut manger directement du contenant, sans les chauffer, et qu'il manipulerait avec un morceau suffisamment grand et naturellement propre, justement pris de la boîte du dispensateur, de mouchoirs papier ou, mieux encore, de serviettes ou même d'essuie-mains. En papier, ainsi évitant de perdre le temps et de prendre l'effort de stériliser une cuillère, et qu'il mettrait dans sa bouche sans les laisser toucher les lèvres afin de ne pas les souiller d'œufs ou même de larves de vers parasites, lesquels se trouvaient possiblement sur ses lèvres. Ou peut-être ceux qu'on peut manger ou plutôt humer d'une de ces bouteilles qu'on ouvre en simplement tournant le couvercle. Les psychologues industriels apparemment connaissant les habitudes de certaines gens. Et sachant les jours des grands tours hebdomadaires d'emplettes alimentaires de la part de sa mère, qu'une telle orgie suivrait presque à coup sûr, suivie de sa part sans doute d'un état sidéré et d'étonnement et d'incompréhension de ses propres actions, le jeune homme aliéné allait néanmoins et même se hâtait dans la cuisine une fois sa mère sortie de la maison, tout en se disant qu'il fallait manger quelque chose. Volontiers très peu, mais bien sûr quelque chose, et en se représentant un ou plusieurs arguments à l'appui de cette thèse. Autrement, par exemple, quand maman serait de retour, elle le pénétrerait en toute hâte de paroles anglaises en criant d'un ton triomphal et d'autant plus embêtant quelque chose comme « Quoi? Tu n'as encore rien mangé en tout ce temps ?» Et peut-être il ne pourrait alors étudier pendant quelque temps à cause d'un retentissement opiniâtre et tellement embêtant des mots dans sa tête. Mais au fond du cœur, il lui semblait que, sans doute, même bien écouter une telle déclaration de la bouche de sa mère ne le déprimerait pas aussi fortement que de penser, même à tort, avoir mangé trop. Pourtant, probablement pire était lorsque sa mère le faisait rire et qu'elle l'avait bien vu. En essayant de décider quoi manger, il pourrait cependant plus ou moins continuer d'étudier et parfois même de mémoriser de nouveaux groupes de mots. Car il ne lui était pas difficile de superposer des visions de nourriture sur presque n'importe quelle autre image ou idée. Et, en effet, il songeait à peu près toujours, n'eût été que plus ou moins vaguement, à des aliments tellement grand qu'était son appétit, sinon sa faim. Donc, il tâcherait de décider, de choisir quoi manger en faisant dans sa tête des images de la nourriture en question. Aussi, il essayait d'étudier pendant qu'il fouillait les placards et armoires de nourriture et également le réfrigérateur, et qu'il examinait les nouveaux cartons, boîtes et bouteilles, tâchant toujours soit de lire un livre quelconque tenu ouvert à la main, soit de répéter à part soit de nouveaux groupes de mots étrangers, ou même d'entières phrases étrangères qu'il venait de lire du livre et d'étudier il y avait un moment. Mais il tâchait d'éviter de regarder les mots imprimés sur les enveloppes des pains et des cartons d'aliments glacés ou de pâtisserie, et sur les étiquettes des boîtes de conserve,
cherchant à en connaître ou à en deviner les contenus d'après les dimensions des contenants, et en agitant ceci et par les doigts. Et également, il cherchait des images, essayait de reconnaître les couleurs et les formes des dessins, comme aussi l'espèce d'écriture. Les couleurs, les dimensions et les positions relatives des mots, et peut-être plutôt celles des mots des marques de commerce. Étant plutôt plus ou moins familier avec la plupart de ces symboles, et ceci tout en maintenant les yeux mi-clos et non mis au point pour ne pas voir des mots anglais. Il lui était, cependant, quelque dangereux d'ouvrir un de ces contenants de nourriture pour voir ce qui était là-dedans, car il serait tenté d'en goûter un morceau. Il sentirait en quelque sorte devoir en justifier l'ouverture. Et cela fait, il déciderait sans doute qu'un second ou troisième morceau la justifierait d'autant plus. Et certes, le contenant est déjà ouvert de deux. Et après ça, qu'un quatrième ou même un cinquième morceau ne serait pas trop non plus. Alors, il pourrait bien penser que le sixième ou septième morceau serait le dernier, ou sinon que le huitième, ou certes le neuvième le serait. Et puis, chaque morceau de plus lui semblerait peut-être relativement insignifiant. Devenu de plus en plus ahuri, il perdrait possiblement tout contrôle sur son appétit. Il lirait, étudierait, répéterait les groupes de mots étrangers de moins en moins efficacement. Même cesserait, ou plutôt oublierait d'étudier, ayant aussi oublié ses pensées de toute la journée au sujet de manger. C'est de ne manger qu'un peu et de ne le faire qu'en étudiant chaque instant, ayant également oublié ses regrets et ses reproches de lui-même après tant d'autres repas. Il s'imaginerait qu'il fût en quelque sorte soudain devenu une machine mangeant automatiquement pour un certain temps limité mais inconnu, ou que du moins temporairement les instincts les plus animaux lui dominassent le cerveau et qu'il n'y put guère rien. Bien sûr, c'était dangereux d'ouvrir le contenant, l'enveloppe d'une des nouvelles victuailles délicates que sa mère venait le jour même d'apporter du supermarché. Et il se disait ironiquement que, pour en savoir le contenu, mieux vaudrait même lire l'inscription anglaise. Il y a quasiment du dédoublement à la fin, puisqu'il termine le portrait de Louis Wolfson en boulimie par un conseil à lui-même en disant « tu devrais peut-être lire la notice en anglais ». Alors fou ou pas fou, Wolfson, c'est vraiment le problème que se sont posés les premiers critiques. Donc je parlais de Le Clésio et de Paul Auster du côté des écrivains. De l'autre côté, vous aviez Foucault et Deleuze qui ont beaucoup travaillé sur les maladies mentales, qui étaient tentés de l'attirer vers, on va dire, vers le phénomène de foi. Ce qui était très troublant chez lui, et avant moi-même d'essayer d'apporter une réponse sur la question de Wolfson, fou ou pas, c'est de lire tout de suite dans la foulée un autre texte de lui, toujours dans le Schizo d'élan, où il semble prendre même les devants de cette question en y apportant une réponse d'une intelligence incroyable. Parce que c'est un passage qui en plus va vous permettre de voir comment concrètement il a mis en place son système linguistique à partir d'un cas très concret, c'est-à-dire comment il va se débarrasser du mot mad, fou. En conséquence de certaines réflexions plus ou moins irrésistibles, l'étudiant d'idiome se disait fréquemment « je suis fou ». Parfois, ça se passait après qu'il n'avait pu apprendre pendant des heures que plutôt piteusement peu dans ses études de langue. Ou peut-être, il s'accusait, malgré sa maigreur extrême, d'avoir mangé trop, ayant été atteint d'une espèce de boulimie. Souvent, c'était le repentir de s'être livré à un de ces tics, comme l'arrachement des poils croissants dans les quelques grains de beauté sur son visage. L'aliéné se dirait à ces moments-là, involontairement et en sa langue naturelle, « I'm mad », ce qui, bien sûr, signifie « je suis fou », et qui se prononce « I am ». Le « a » de la diphtongue est bien plus fort que le « i » ouvert et bref. Mais la voyelle est entre « est » et « a » antérieure. Il se disait cela en effet quelque machinalement et probablement
probablement tout en ayant une idée vague que se reproche de lui-même, l'aiderait d'une manière quelconque à éviter de mauvaises habitudes à l'avenir et même à améliorer son état d'incapacité. Cependant, cette petite phrase d'autocritique le déprimait, parfois presque le bouleversait, et cela parce qu'il l'avait pensé en anglais, ce qui était, comme nous l'avons vu à maintes reprises, en opposition à ses desseins. Le mot « mad » fou faisait aux schizophrènes la plupart du mal causé par la phrase anglaise ci-dessus, et sans doute ce serait tout au moins déconcertant à quiconque que d'avoir un mot signifiant « fou » revenir souvent et involontairement à la pensée. Et le psychotique, lui, se poserait les questions. Pourquoi ai-je pensé cela? Comment vais-je apprendre toutes ces langues étrangères si je continue de penser en anglais? Quelque ironiquement, malgré cette récrimination de soi-même au sujet du monosyllabe « mad », c'était une semaine, peut-être même un mois plus tard, l'étudiant des langues rencontra une fois de plus dans sa lecture le mot français « malade », bien connu à lui depuis longtemps, mais cette fois-ci, il pensa immédiatement que l'on considère l'aliénation comme une maladie et donc un fou comme un malade. Ainsi, avait-il l'idée d'associer d'une certaine manière l'anglais « mad », fou, au français « malade ». Dès lors, quand il penserait au monosyllabe « mad », quand il l'écouterait, quand il serait frappé dans les yeux par lui, possiblement comme suite de jeter accidentellement un regard sur une manchette de journal, beau malheur, il n'aurait qu'à intercaler sur le champ, dans ce mot, les deux lettres L-A, la, une seule syllabe, soit phonétiquement, soit visuellement, soit même en utilisant ces deux moyens à la fois, mais toujours dans son imagination. Et il aurait instantanément un vocable étranger, tout au moins dans l'essentiel, un vocable donc relativement inoffensif à son esprit perverti, à savoir le mot « malade », qui a pour le schizophrène un sens suffisamment proche de ce dernier, suffisamment proche de celui de « mad », fou, pour qu'il ne souffrit guère de la pensée de ce dernier, ou de la perception du même, ou en d'autres termes, par l'interposition ou l'épenthèse dans « mad » des deux lettres, ou de la seule syllabe « la », la, l'aliéné se soustrairait au sentiment de culpabilité d'avoir pensé, comme dans ce cas-ci, à ce vocable anglais ou, dans d'autres circonstances, de l'avoir vu ou même de l'avoir écouté. Quant à l'autre mot de la phrase anglaise employée, en se blâmant par le jeune homme malade mentalement, c'est-à-dire la contraction « I am » qui signifie « je suis », il n'y avait le plus souvent qu'à ajouter un seul son consonne, à savoir le « ch » allemand, dit doux comme un iode sourd, à l'anglais « I », « al », « al », « i » ouvert et faible. « Je », pour s'en être débarrassé, ceci en faisant comme nous l'avons vu, l'allemand « ich », « i » ouvert et bref devant le « doux » du même sens. Au sujet de la deuxième partie de cette contraction, c'est-à-dire apostrophe M, laquelle partie provenant de l'anglais AM, dont la voyelle est un son entre « et A antérieur, ou bien sûr signifie « suis », le schizophrène ayant une fois rencontré incidemment le suffixe verbal perçant « am », non nadalisé et non accentué, qui veut dire « je », considère ce suffixe comme plus ou moins analogue à la forme verbale anglaise dite progressive, quand celle-ci emploie I am, I, autrement dit quand elle se trouve à la première personne singulière. Donc fréquemment, en rencontrant l'anglais am ou la forme contractée apostrophe M, l'aliéné s'imagine que ce vocable ou la seule consonne M qui en reste après contraction ne soit pas anglais mais soit persan, ainsi plus ou moins satisfaisant son besoin obsessionnel, irrésistible, psychotique d'éviter l'anglais au profit d'autres langues. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.